Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre Journal Afrique sur CFTV1. À la une de l'actualité de cette semaine, Congo-Brazzaville, mort d'un élève lors d'une opération de police. Au Soudan, depuis le coup d'État du 25 octobre, une manifestation se prépare à Khartoum. France-Bénin, restitution historique par Paris des œuvres d'art pillées. Au Burkina Faso, reprise du procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara. RDC, avancée dans le procès chez Beya et Bazana. Et enfin, à l'international, première rencontre des présidents américains et français à Rome depuis la crise des sous-marins australiens. Au Congo-Brazzaville, un élève a trouvé la mort lors d'une opération de police. Le drame se serait déroulé dans une école de Don Bosco, un quartier périphérique de Talangaï à Brazzaville. La police nationale aurait tué un élève et blessé deux autres par balle dans une école. Elle aurait confondu ce jeune élève à, je cite, des bandits appelés Koulouna. Nous sommes à Don Bosco, un quartier périphérique de Talangaï à Brazzaville. Ici, une école permet de récupérer les jeunes désœuvrés pour leur apprendre un métier. Mais c'est ici aussi qu'un élève a été abattu de sang-froid par la police qui l'a appris pour un bandit communément appelé Koulouna. Deux autres élèves ont été blessés par balle. Un des rescapés qui a reçu la balle sur le côté témoigne. Il y avait un policier qui est sorti là, on lui appelle Bolo. Il a commencé à tirer des tirs de balles comme ça. On était obligés de fuir, nous tous là. Lui nous a rattrapés et puis il a tiré encore 3 balles. C'est la 3e balle qui est venue me prendre le dos ici. J'étais obligé de continuer à fuir. Et puis il est venu là, il a rattrapé l'autre petit là. Et lui a tourné comme ça, il a tiré droit au cœur. Je saignais, mais j'avais pris mon habit pour un peu fermer la plaie là. Sa mère, Micheline Claudette, s'est fait entendre au commissariat de police que c'était une balle perdue et qu'elle devrait seule s'occuper des soins de son fils. Micheline Claudette, qui défend que son fils n'est pas un Koulouna, n'en revient pas. Je voulais rencontrer le commissaire, il n'a pas voulu me recevoir. Ils m'ont dit que madame partait avec l'enfant. Même en France, quand on poursuit les taureaux, il y a les balles perdues. Donc va seulement avec ton enfant à l'hôpital. Moi, j'ai dit, faites moi-même un mot pour que je ne vais pas arriver à l'hôpital pour se refuser de traiter mon enfant pendant qu'il est en train de souffrir avec la balle. Ils m'ont dit, pars seulement à l'hôpital. Moi, je dis que rien n'arrive de mal à mon enfant. Sur le lieu du deuil où les parents pleurent le jeune élève décédé, la police a dispersé la veillée. C'est un bandit qui ne mérite aucun hommage, argue la police. Mais les habitants du quartier rejettent ces accusations. Ici, là, il n'y a pas de Koulouna. Depuis qu'on est dans ce quartier-là, on n'a jamais vu les Koulounas. Ils sont en train de se battre avec les gens, les coupes-coupes. Ici, là, ça ne se fait jamais. On était surpris par rapport à la mort de le petit qui est mort là. La société civile a aussitôt dénoncé les agissements de la police. Le Centre d'action pour le développement CAD s'engage à porter le dossier devant la justice. Monica Ngalola est la responsable juridique du CAD. Nous qualifions cela des actes barbares en milieu scolaire. Et ce matin, j'ai été au parquet pour déposer une demande d'assistance juridique pour qu'afin que le médecin légiste puisse faire l'autopsie, il faut réunir toutes les preuves et pour que justice soit rendue en faveur de cette famille-là. Que se passe-t-il actuellement au Soudan? Retour sur une semaine riche en rebondissements. Lundi 25 octobre, le gouvernement de transition a été dissous par le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête du Conseil souverain. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, plusieurs ministres et tous les membres civils du Conseil souverain ont été arrêtés. Le chef de l'armée a décrété l'état d'urgence. À l'annonce de ce coup d'État, des milliers de Soudanais ont immédiatement rejoint les rues de Khartoum pour manifester leur mécontentement à l'appel du bureau du Premier ministre Abdallah Hamdok. Le bilan a été de 3 morts et d'environ 80 blessés, de tirs par l'armée. Pour beaucoup, ce coup d'État n'était pas imprévisible car cela faisait plusieurs semaines que la coalition entre les civils et les militaires mise en place en 2019 après la chute d'Omar el-Béchir se détériorait. Fin septembre, une nouvelle tentative de coup d'État contre le gouvernement civil avait même eu lieu.
Les Soudanais espéraient beaucoup de ce nouveau gouvernement de transition. Mais au bout de 2 ans, la population semble être divisée entre ceux qui demandent le retour des militaires et ceux qui, bien que déçus, ne souhaitent pas leur retour. Selon le chef de l'armée, l'objectif de ce Conseil souverain était de trouver un accord, je cite, continu et équilibré entre les dirigeants civils et les dirigeants militaires, pour aller vers des élections générales. Cependant, selon le chef de l'armée, ce processus d'accord s'est, je cite, transformé en conflit. Dans ce contexte, des sanctions internationales ont été adoptées. Jeudi 28 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution unanime sur le Soudan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé le rétablissement d'un, je cite, gouvernement de transition dirigé par des civils. Il a également dénoncé les arrestations et la dissolution des institutions transitoires du pays et a demandé un dialogue sans précondition pour résoudre la crise ouverte par le coup d'État de lundi. L'Union africaine a quant à elle annoncé la suspension des activités, je cite, jusqu'à la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par les civils. Dans un communiqué, l'organisation panafricaine condamne fermement la prise du pouvoir par l'armée soudanaise et la dissolution du gouvernement de transition. Sur le plan économique, mercredi 27 octobre, dans une déclaration écrite, David Malpass, le président de la Banque mondiale, a suspendu, depuis le 25 octobre, jour du coup d'État, je cite, les décaissements dans toutes ses opérations au Soudan et l'institution a cessé de traiter toute nouvelle opération. Toujours dans ce contexte, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont intensifiés ce jeudi à Khartoum. Le bilan depuis le début de la semaine est difficile à établir étant donné que les coupures de communication sont nombreuses. Mais vendredi 29 octobre, il y aurait eu au moins 11 morts et des centaines de blessés depuis le début de la semaine. Les arrestations, elles, se poursuivent dans tout le pays. Les négociations politiques se poursuivent. Le général Burhan devrait annoncer prochainement un nouveau Premier ministre. Samedi 30 octobre, une grande manifestation rassemblant des milliers de Soudanais est prévue à Khartoum et dans plusieurs autres villes du Soudan, afin d'exiger le retour des civils au pouvoir. أكتوبر 2021 ثوار الشجرة والحمادات بالتصعيد الثوري ضد الانقلابات العسكرية. موكب الدرمان يتجه إلى القيادة العامة Le Bénin est sur le point de se voir restituer des œuvres d'art pillées par les troupes coloniales françaises. En 2017, le président français Emmanuel Macron affirmait lors d'un discours à Ouagadougou au Burkina Faso, je cite, que le patrimoine africain ne peut pas uniquement se trouver dans des collections privées et musées européens. Le chef de l'État avait alors promis de rendre à leur pays d'origine les œuvres volées. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'aura lieu la grande restitution de très grande ampleur. Il s'agit des 26 pièces du trésor d'Abomey, pillées par l'armée française en 1892 et exposées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Les pièces ont été saisies en pleine guerre coloniale par les troupes d'un général français, le général Dodds, qui était aux commandes lors de la conquête coloniale française du royaume du Dahomey, actuel Bénin, en 1892. Dans quelques mois, ces objets dotés d'une valeur historique, symbolique très forte pour la population béninoise devraient être exposés au Palais de la Présidence de la République du Bénin à Cotonou, puis à Ouidah en 2022, avant de rejoindre le futur musée d'Abomey en 2024, dont les travaux ne sont pas encore terminés.
Une cérémonie a eu lieu mercredi 27 octobre en présence d'Emmanuel Casarérou, le président du musée du Quai Branly Jacques Chirac, du président de la République Emmanuel Macron, du ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi, du ministre béninois de la Culture Jean-Michel Abimbola et de son homologue française Roselyne Bachelot. Les pièces seront exposées au musée du Quai Branly Jacques Chirac jusqu'au dimanche 31 octobre. Une responsabilité historique, un privilège exceptionnel. Distingués invités, mesdames, messieurs, le Bénin est heureux de marquer l'histoire aux côtés de... Je ressens comme une responsabilité historique, un privilège exceptionnel. Distingués invités, mesdames, messieurs, le Bénin est heureux de marquer l'histoire aux côtés de la France qui a bien voulu faire droit à sa demande de restitution signée dans mon modeste bureau le 26 août 2016 à Cotonou. Par l'ampleur des résonances qu'elle suscite au plan international, le Bénin et la France donnent à voir au monde, à travers la concrétisation de cette restitution des biens culturels, un modèle de coopération muséale et patrimoniale qui se veut exemplaire en la matière. Retour sur la reprise du procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, tué à l'âge de 37 ans lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, a repris lundi 25 octobre. Il avait démarré brièvement 2 semaines plus tôt avant d'être ajourné. Il s'agissait d'une première journée de procédure et de longs débats, à savoir pour autoriser la visioconférence pour entendre les témoins à l'étranger, pour écouter les requêtes des avocats, la liste des charges retenues contre les différents accusés. 14 personnes doivent être jugées, mais 2 sont absentes. Il s'agit de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso de 1987 à 2014 et ami de Thomas Sankara, ainsi que de Hyacinthe Kafando, ancien adjudant-chef de la garde de Compaoré. Le premier est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de Thomas Sankara. Le second est accusé d'avoir été à la tête du commando qui fit 12 morts ce 15 octobre 1987 lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution dans la capitale. Chassé du pouvoir par une insurrection populaire, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, 70 ans, a trouvé refuge en Côte d'Ivoire, pays dont il a obtenu la nationalité. Le 11 octobre, avant l'ajournement du procès, Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, l'accusait d'avoir organisé, je cite, un crime, un assassinat prémédité et réclamait qu'il se présente face au tribunal militaire. Mardi 26 octobre, un membre du commando a reconnu les faits d'attentat à la sûreté de l'État et a raconté à la barre les faits. Ce membre du commando, Yamba Élisée Ilboudo, a raconté que le 15 octobre 1987, jour du coup d'État au cours duquel Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués, il se trouvait au domicile de Blaise Compaoré. Il aurait affirmé être chez Blaise Compaoré lorsque Hyacinthe Kafando lui aurait demandé, je cite, de démarrer un véhicule pour se rendre au Conseil de l'Entente, le siège du Conseil national de la Révolution où s'est produite la tuerie. Le soldat a affirmé à la barre, je cite, qu'arrivés sur place, Kafando et Maïga, qui conduisaient le véhicule de Blaise Compaoré, sont descendus et ont tiré en désordre. À ce moment, il affirme être resté dans son véhicule sans tirer. Après les premiers tirs, il a vu Thomas Sankara sortir, je cite, de la salle de réunion, les mains en l'air, demandant ce qui se passe. C'est alors que Hyacinthe Kafando et Maïga l'ont croisé et il dit, je cite, qu'il ne sait pas qui a tiré en premier sur le président Sankara. Il est tombé sur les genoux avant de basculer sur le côté gauche, a-t-il déclaré. Un récit sanglant. Le procès a repris jeudi 28 octobre avec l'audition d'un autre des 14 co-accusés, Idriss Sawadogo, ancien soldat,
qui a tenu sa ligne de défense. Il affirme ne pas avoir été présent au moment de la tuerie, puisqu'il était resté au domicile de Blaise Compaoré. Troisième accusé à comparaître au cours de cette première semaine d'audience, Nabonswende Wadreago, qui était comme Sawadogo membre du conseil de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré. Il affirme quant à lui qu'il ne faisait pas partie du commando qui a donné l'assaut. Son audition devrait reprendre à la réouverture des audiences prévues ce mardi 2 novembre. L'audience du jour a été marquée par la communication des listes des témoins des différentes parties au procès. Certains ont répondu physiquement présents, d'autres ont brillé par leur absence. Parmi eux, il y a des témoins qui sont carrément hors du pays. Afin de faciliter leur témoignage à ce procès, le tribunal a décidé que leur audition se fasse par visioconférence, comme l'ont souhaité les avocats des parties civiles. D'abord, il faut dire que c'est prévu par le code. C'est la loi qui prévoit la possibilité d'entendre effectivement des témoins par visioconférence. Donc sur ce point, on n'a rien inventé. Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a des témoins qui sont d'un certain âge. Voilà. Et ça va être excessivement difficile. Il y en a qui ont plus de 90 ans. Ce n'est pas évident de les faire déplacer de l'extérieur jusqu'au Burkina. Et donc, la loi ayant prévu, nous avons donc sollicité au tribunal la possibilité d'entendre nos témoins par visioconférence. Ça a été agréé, on est content pour ça. Sentiment pas forcément partagé par le parquet et la défense, qui se sont catégoriquement opposés à l'utilisation de la visioconférence comme moyen d'audition des témoins dans ce procès. Les avocats des accusés s'inquiètent de la crédibilité de ces témoignages virtuels et s'interrogent sur les moyens dont dispose le tribunal pour poursuivre ces témoins hors du pays en cas de parjure. L'autre crainte de la défense, c'est le retard que pourrait occasionner toute cette procédure. Bon, si on devait se tirailler sur ça, je pense que le procès va être retardé encore. Et ça ne sera plus de la faute de la défense. Parce que ce n'est pas nous qui le demandons. C'est pour mettre en place tous ces dispositifs-là. Bon, maintenant, le tribunal a rendu sa décision. On dit que c'est à la charge du procureur militaire. En République démocratique du Congo, reprise du procès Chebeya Bazana. De nouvelles informations apparaissent à chaque audience, notamment sur les faits dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, date de l'assassinat des 2 défenseurs des droits de l'homme. Condamné par contumace à la peine capitale il y a quelques années, le policier en cavale Paul Mwilambwe a pris la décision de comparaître volontairement. Il devrait être entendu dans les prochains jours. Exilé en Belgique, il pourrait être à Kinshasa entre le 15 et le 20 novembre. Mercredi 27 octobre, le lieutenant Katebere a également été entendu comme témoin. Il était responsable de l'équipe militaire qui était positionnée à proximité du site où, selon le prévenu Jacques Mugabo, Fidel Bazana a été enterré dans la nuit du 1er au 2 juin 2010. Pour rappel des faits, dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, le président de l'ONG La Voix des Sans-Voix, défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, avait été retrouvé mort dans sa voiture près de Kinshasa. Fidel Bazana, son chauffeur, également membre de l'organisation, était porté disparu, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après qu'il se soit présenté à l'inspecteur général, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé et que probablement la mort s'en est suivie. Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Hein? Mais quant à dire que M. Tchébé avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas... Les coups, les lésions, le stress,
Je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer pour arriver à une telle conclusion. À l'international, les présidents américains et français Joe Biden et Emmanuel Macron se sont retrouvés ce vendredi à Rome. Ils ont ostensiblement affiché leur réconciliation après le différend provoqué par la crise des sous-marins australiens. Ces rencontres font office de levée de rideau avant le sommet du G20 sous présidence italienne qui se tiendra samedi et dimanche. Tell us when you're ready. We're ready. Hello everybody. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis très heureux de pouvoir accueillir le président Biden dans Ville de la Bonaparte et merci beaucoup d'être là. Je crois que c'est après nos deux échanges au mois de septembre et au mois d'octobre dernier une rencontre importante parce que suite à l'affaire AUKUS, nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder. Le travail qui a été conduit ces dernières semaines, ce que nous allons discuter aujourd'hui, permet d'abord et avant tout d'apporter des éléments de clarification qui étaient indispensables sur ce qu'est la souveraineté européenne et la défense européenne en tant qu'elle apporte à la sécurité mondiale et que, ensemble, nous souhaitons renforcer vraiment cette coordination, ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN, tenant à l'organisation l'un et l'autre. Deuxième élément important aussi de nos échanges, et que nous avons ensemble clarifié, c'est l'importance de la stratégie européenne en Indo-Pacifique et notre volonté de coopérer dans cette région. Troisième élément, et je tiens vraiment là-dessus à remercier le président Biden pour les décisions qu'il a déjà prises, c'est aussi notre coordination dans la lutte contre le terrorisme et en particulier la présence militaire que la France a au Sahel avec beaucoup de ses partenaires européens et internationaux. Et ces dernières semaines, le président a pris des décisions très concrètes et très opérationnelles dont nos armées ont pu bénéficier et qui sont la traduction de ce soutien. Ensuite, nous avons ensemble acté plusieurs partenariats bilatéraux sur les exports d'armement, sur le nucléaire et les énergies renouvelables, sur le spatial et sur justement les technologies les plus innovantes. Nous souhaitons avoir une coopération renforcée des initiatives industrielles et de régulation. Nous arrivons à la fin de votre journal Afrique. Merci pour l'attention. Retrouvez-nous sur www.cftv1.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.